Mesdames et messieurs, our planet first. Vous connaissez la citation. Nous sommes ici parce que le sujet de notre planète, le sujet de l'écocide, nous intéresse. Et parce que c'est un sujet qui nous touche. Parce que c'est un sujet qui nous concerne terriblement. Et nous sommes là aussi parce que nous avons envie de changer quelque chose. Et parce que nous devons changer quelque chose. Alors je vous remercie d'être là ce soir, aussi nombreux. Et j'aimerais remercier aussi très sincèrement ma collègue, Madame Sondra Mayor, qui a organisé cette conférence. Merci beaucoup. Et j'aimerais remercier aussi nos deux techniciens, Monsieur Yves May et Monsieur Jean-Christophe Muller. J'aimerais remercier notre modérateur, Bastien Hicher, et bien entendu, nos deux conférenciers, Madame Valérie Cabanès et Laurent Neuret. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, je vous rappelle un petit peu le déroulement donc, de la soirée. On aura donc d'abord deux interventions donc, de nos invités, Monsieur donc, Laurent Neuret et Madame Vanessa Cabane. Et les deux vous présenteront donc une approche, une vision de ce qu'est l'écocide. Et suite à leurs interventions, on lancera donc le débat avec vos questions. Et comme d'habitude, soyez chaque fois courtois dans les questions que vous posez. Et on va commencer rapidement par une introduction de nos deux invités. Bonsoir, nous sommes très impressionnés. Et particulièrement en ce qui me concerne, heureuse de voir toute cette jeunesse rassemblée, parce que je pense que ce qu'on a envie de dire aujourd'hui vous concerne particulièrement. Et vous êtes les générations futures, et sachez que ce que nous aimons tous les deux, dans notre engagement pour cette terre, c'est avant tout pour vous. C'est pour vous, nous avons aussi des enfants. Et je crois que c'est important donc, que vous vous sentiez avertis, que vous vous sentiez concernés. Et puis on essaiera, je pense, de faire en sorte que vous puissiez aussi vous sentir capable d'agir. Parce que c'est là la grande question. Je vais me présenter, donc Valérie Cabanès. Je suis juriste en droit international. Je me suis spécialisée sur les droits de l'homme, les droits humains, avec une spécificité sur les droits des peuples autochtones. Les peuples autochtones sont les peuples dits premiers, ou les peuples racines, qui sont ces populations dans le monde qui vivent, quand elles le peuvent encore, en harmonie avec leur écosystème, et qui sont grandement menacées. Je dirais que ce sont les premières victimes aujourd'hui des conséquences de l'activité industrielle sur Terre. J'ai travaillé pendant 18 ans sur des projets de solidarité internationale, donc dans des projets au Burkina Faso, au Pakistan, Afghanistan, en Ouganda, au Cambodge, au Népal, j'en passe, sur des problématiques très diverses, comme la problématique des réfugiés, des victimes de guerre, la problématique du sida, et puis pendant de très nombreuses années sur la problématique du trafic humain, c'est-à-dire le fait d'utiliser encore des personnes en situation d'esclavage ou du trafic en lien avec le trafic d'organes, par exemple. Et je me suis intéressée donc à la problématique
des atteintes à notre écosystème Terre, ou des atteintes à la nature, si vous préférez. D'une part, en travaillant auprès de populations autochtones qui se mobilisaient face à des grands barrages qui se construisaient dans leurs forêts, les forêts primaires, qui sont les poumons de la planète. Et puis, j'ai découvert le concept d'écocide en 2012. Je ne l'ai pas inventé, loin de là. Mais j'ai trouvé que c'était un concept particulièrement intéressant face à l'urgence environnementale et climatique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, pour pouvoir justement réfléchir à comment outiller le droit international de manière plus efficace pour pouvoir limiter les atteintes graves à la vie sur Terre. Parce que quand on porte atteinte à la vie sur Terre, on porte atteinte finalement à notre droit à la vie à tous. Voilà, donc depuis 2013, j'ai travaillé au lancement d'une initiative citoyenne européenne sur le crime d'écocide. Et puis ensuite, j'ai planché avec d'autres juristes sur une proposition de définition de l'écocide qui puisse être intégrée dans le statut de la Cour pénale internationale. Et depuis 2 ans maintenant, j'essaie de clarifier mes idées, mes concepts, à travers l'écriture de livres. Donc, j'ai écrit un livre il y a 1 an qui s'appelle « Un nouveau droit pour la Terre », qui pose un bilan planétaire assez effroyable, j'avoue. Et donc, si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout, il faut passer à la 2e partie, et de façon à essayer de comprendre un petit peu l'évolution du droit de l'environnement et à la réflexion qui peut être menée sur comment finalement l'améliorer, voire même le transformer, mais ce sera l'objet de cette soirée. Voilà, et donc j'ai aussi publié il y a moins d'1 mois, le 19 octobre, un nouveau livre qui est plus un livre de philosophie politique et qui questionne donc nos modes de gouvernance à la lumière de la sagesse des peuples ancestraux, en essayant de réfléchir à comment réapprendre à vivre en harmonie avec le vivant dans, je dirais, la conception que l'on peut avoir du monde, et puis très concrètement dans nos systèmes politiques, nos systèmes de gouvernance, nos modes de gouvernance, et tout simplement en tant qu'acteur citoyen. Voilà, je vais passer la parole à Laurent. Bonsoir à toutes et à tous, et à mon tour de vous dire mon plaisir d'être ici ce soir devant vous, et surtout d'initier les réflexions et les débats. J'espère que vous ne manquerez pas de solliciter, de nous poser des questions. Nous serons ravis d'y répondre. Un grand merci aussi à Sandra Maillard d'avoir organisé cette rencontre. Aurais-je imaginé il y a près de 20 ans que je serais là aujourd'hui pour parler de ces questions-là? Absolument pas. Aurais-je imaginé un jour faire du droit? C'était un rêve. Plus encore, en faire un métier et découvrir autant de régions du monde, là aussi, certainement un rêve. Et je crois que ce début de soirée est intéressant aussi pour la transmission au-delà même de la réalité des concepts et des discussions autour de ça, des choix que les uns et les autres vous avez fait, vous êtes en train de faire, ou vous ferez peut-être, et vous ferez sûrement à l'avenir. Les choix de vie, personnels, professionnels. En France, je viens de province, bien loin de Paris, bien loin de grandes écoles, bien loin des longues et des grandes études, mais d'un milieu dans lequel on m'avait transmis si tu veux, eh bien, donne-toi les moyens. Ne te dis pas que c'est impossible, c'est sûrement plus difficile, on ne pourra pas te donner soit beaucoup d'argent, soit de pistons auprès de tel ou tel. Ce que j'en ai appris, et pour avoir ensuite rencontré beaucoup, c'est que finalement, souvent, les barrières qui existent sont certes sociales, mais les plus fortes barrières sont celles qu'on peut se construire dans nos esprits. Si je vous dis ça, c'est qu'en fait, cheminant petit à petit, je crois que je suis monté du centre de la France vers Orléans, et puis enfin à Paris par hasard, sans se dire que c'est le centre névralgique, mais quand même, c'est là que sont passées plein de choses. En s'écoutant avec la conscience et la confiance que la rigueur dans le travail, la permanence dans le travail,
l'humilité au maximum, et puis aussi les rencontres et l'écoute de ce dont la société pouvait avoir besoin. Voilà ce qui pouvait nous mener sûrement à la meilleure place. Parce que l'écoute d'un autre ego qui était quand même être avocat, ce serait classe, une profession qui faisait rêver quand même, une robe noire, où on vous écoute avec respect. Et finalement, un jour où j'ai dû faire le choix entre deux concours que j'avais eu la chance d'avoir, celui de magistrat, celui de juge donc, et celui d'enseignant-chercheur, voilà que j'ai choisi cette voie d'enseignant-chercheur, c'est-à-dire l'idée d'être au contact d'étudiants et aussi au contact de la recherche. Alors qu'est-ce que ça peut être que la recherche en droit? Évidemment, je n'ai pas une blouse blanche et je ne fais pas brûler d'articles de différents codes dans des tubes à essai. Mais ce qui est passionnant, que je n'aurais pas imaginé il y a quelques années, c'est que en étant attentif à ce qui peut se passer dans la vie sans détourner le regard, et puis aussi en se faisant parfois très peur, eh bien, m'a concerné un jour de décembre 1999 où j'avais terminé mes études de droit et où en réalité il y a eu une catastrophe en France qui a été le naufrage de l'Erika, alors que je venais de m'inscrire en thèse pour préparer un doctorat où j'étais censé faire du droit des affaires. Et là, cette réalité-là, où on entendait partout dans la société, mais que fait le droit? Eh bien, cette réalité-là m'a renvoyé à mon milieu qui me disait n'attends pas que les autres fassent, mais tente d'agir avec tes moyens. Je me suis dit, eh bien banco, tente d'écrire, tente de proposer, pourquoi pas, tente de faire en sorte que ce qui était spécifique dans cette affaire, le préjudice écologique, les atteintes à la nature, soient réparées. Et en fait, c'est la catastrophe qui, par exemple, fait changer le droit. Et moi, c'est la catastrophe qui m'a fait changer. Et puis après ça, c'est la chance de se dire qu'il faut l'attraper. Et donc d'avoir écrit avec à la fois toute la comparaison avec ce qui existait ailleurs, toute la rigueur qui doit être la nôtre dans ces matières-là, et en même temps le fait d'oser proposer des changements. Et cette proposition de changement, une chance incroyable étant encore tout jeune à l'époque, a pu être suivie avec d'autres travaux, comme Valérie. Je ne suis pas créateur, et je n'étais pas créateur, mais je me sens passeur d'idées à un moment donné où elles sont prêtes. C'est un peu comme la musique qu'on aime tous à un moment donné. Nous sommes des passeurs à ce moment-là, et les juges ont reconnu ce préjudice. Et après ça, j'ai eu l'occasion de travailler à la demande du ministre de la Justice, puis de parlementaires, sur la nouvelle loi dans le Code civil sur ce préjudice écologique. Et puis, pour éviter d'être un peu comme les anciens combattants et de se dire « Vous voyez mon combat, voilà ce qu'il a été », je me suis dit de suite « Et maintenant ?» On se réveille en matin en disant « Mais alors, j'aurais jamais imaginé participer à écrire ou à contribuer à l'écriture d'un texte dans le Code civil, et maintenant ?» Et c'est là qu'est venu l'écocide, moi aussi. Nous ne nous connaissions pas, et merci de cet échange. On se connaît souvent par médias interposés ou lectures interposées. Et je crois qu'on a fait la rencontre de ce concept qui nous réunit aujourd'hui, ce concept d'écocide dont on va parler aujourd'hui. En ce qui me concerne, et ce que j'évoquerai, c'est cette rencontre avec de nouveaux crimes, les crimes environnementaux, ceux que poursuit Interpol, que l'on voit dans les films américains. Là où j'ai pu aller, à Interpol, c'est pas du tout aux États-Unis, c'est en France à Lyon, le siège d'Interpol. C'est peut-être un peu moins sexy, mais c'est la réalité. Et c'est tout aussi sexy quand on y est à l'intérieur. Et ça, c'est un deuxième chantier, qui a été ce chantier de se demander comment et pourquoi le droit serait un échec comme celui-là. Et je voulais vous montrer la une du Monde d'hier, qui est intitulée « Il sera bientôt trop tard ». Cette une correspond à ce que vous avez entendu dans les médias, le cri d'alarme de 15 000 scientifiques, qui est qu'en 1992, déjà 3 000 scientifiques avaient alerté sur l'urgence à réagir, et que le droit avait entendu ce cri d'alarme. Les textes se sont multipliés de 1992 à aujourd'hui, et pourtant, ça va toujours mal, et même de mal en pis. Pourquoi et comment le droit a-t-il atteint cette situation d'impuissance et cette situation de faiblesse?
Et en tant qu'optimiste et conscient, par ce précédent qui était le préjudice écologique, que l'on peut et que vous pouvez changer les choses, où que vous soyez, qui que vous soyez, quel que soit votre nom, l'identité des parents, ce qu'il y a dans votre poche, votre compte en banque, eh bien, les choses pouvaient changer. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que voilà, avec l'écocide, c'est cette idée qui est que ce concept prend de l'ampleur à l'échelle mondiale, et peut-être qu'on se reverra dans quelques temps pour fêter une convention en ce sens. Je terminerai juste pour l'expérience sur la dernière aventure. Un groupe auquel j'appartiens, un groupe de travail, un think tank, un groupe, on va dire, de copains, même si nous ne partageons pas tous les mêmes points de vue, mais un think tank qui réunit des spécialistes de droit et d'environnement. Autour de la table, il y a des universitaires, il y a des avocats de Greenpeace, d'avocats de Total. Vous voyez qu'on pourrait imaginer que c'est assez houleux, et puis quand même, on partage tous un langage commun. Et au moment de la COP21 à Paris, en 2015, on s'était dit, mais finalement, il manque quelque chose à l'échelle internationale, et là, à l'échelle du droit international, c'est un traité lisible partout et par tous dans le monde. Il y en a pour les droits de l'homme, il y en a pour les droits économiques, mais il n'y en a pas pour le droit de l'environnement. On avait lancé cette proposition qui a été reprise ensuite par Laurent Fabius, président désormais du Conseil constitutionnel et nommé hier haut référent, un très pompeux honorifique, j'aime beaucoup ce genre de choses, donc je ne voudrais pas la mocher, vous rechercherez haut référent à la protection de l'environnement, quelque chose de genre. Et en fait, il dit bingo, si vous, à ce groupe, je vous l'ai dit, on est un petit groupe, rédiger un projet de traité international sur l'environnement, d'un pacte mondial sur l'environnement. Évidemment, nous ne pouvions être seuls, et là c'est une autre leçon de vie qui est celle de mon parcours. Si tu veux, comme le dit le proverbe africain, aller vite, va seul, mais si tu veux aller loin, va accompagner. Et je crois que c'est ce qui nous réunit aussi ici, et qu'à chaque fois c'est un grand plaisir, en ce qui me concerne, de se revoir, c'est qu'on a bien conscience que nous ne sommes que des éléments dans un système qui nous dépasse. Et dans cette aventure, près de 140 experts ont proposé et ont rédigé un projet de traité international sur l'environnement. Hasard encore, ce que j'appelle l'alignement des astres. Le président de la République élu, le président Macron, qui dans sa campagne électorale n'avait que peu, si ce n'est pas, abordé la question de l'environnement, se voit le nouveau justicier de la protection de l'environnement à la suite de l'annonce de Donald Trump de se retirer de l'accord de Paris. Et le président Macron, sûrement un des rares présidents français jusque-là à savoir parler anglais, fait une conférence de presse quelques heures après en annonçant ce slogan et tous les goodies existent en ce sens, stylo, si vous voulez, il y a une vente après qui est présente. C'est une blague, et qui nous disent make our planet great again. Et du coup, pour poursuivre cet élan, eh bien, le président Macron dit bingo, votre projet, je vais le proposer à l'ONU. Ce qui est né sur un coin de table dans un bistrot parisien entre 3 personnes est arrivé devant l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre dernier, où le président Macron a sollicité de la communauté internationale qu'elle mette en place un processus d'adoption de ce pacte mondial pour l'environnement. Là aussi, quand même, de la campagne française à l'Assemblée générale des Nations Unies, on peut se dire quel voyage incroyable. Mais je peux vous dire finalement, le voyage n'est pas si incroyable. À partir du moment où le besoin est là, et à partir du moment où on propose des solutions à ces difficultés, eh bien, osons. Voilà, c'était très long, mais c'était pour vous dire qu'aujourd'hui, plutôt que de commencer par la fin, j'ai commencé par les deux. Je suis professeur de droit, et donc devant des amphis avec plaisir depuis déjà une petite vingtaine d'années, à l'Université de Versailles et à Sciences Po, où j'enseigne plusieurs matières, dont le droit de l'environnement. Voilà pour la présentation. Plusieurs points, le point central évidemment, puisque c'est la publicité qui vous a été faite, donc évidemment notre obligation juridique est de répondre à votre attente, sinon nous manquerions à cette obligation, c'est d'évoquer l'écocide. Quid, qu'en est-il, comment, à titre personnel, j'en suis arrivé là, et puis Valérie l'évoquera également. Je suis un pragmatique, venant d'un milieu un milieu de syndicalistes ou de combat très clivant. Il y avait les gentils salariés et les méchants du patronat.
Donc on y apprend beaucoup sur les idéaux, on y apprend aussi beaucoup de ces formes de victoire, et puis parfois aussi des échecs cuisants. Et je trouvais ça assez violent, moi, de voir que ça n'avait pas toujours marché. Ce que je veux dire, c'est que je suis un pragmatique parce que là, on a cette chance d'être devant vous, mais il y a près d'une petite vingtaine d'années, quand je commence à faire du droit de l'environnement, dans mon milieu académique, à l'université, on me dit « mais fais du droit des affaires, ça c'est du vrai droit ». Le droit de l'environnement, c'est un côté un peu cracra, tu te feras plaisir plus tard. Moi, je me disais « mais le droit est une arme puissante ». Et c'est si les idéaux que vous avez aujourd'hui, c'est ceux qui doivent vous tenir toute votre vie. Et le droit est une arme puissante. Quand j'ai commencé et que j'avais 18 ans, comme aujourd'hui, quand j'en ai un tout petit peu plus. Et à cet égard, je me suis dit, qu'est-ce qui marque dans la société aujourd'hui? Si on regarde d'un point de vue juridique et du droit, le sang et la médiatisation. Voilà, pas question de faire une série sur ces questions-là, mais je lisais un rapport d'Interpol disant ces chiffres-là, la criminalité environnementale, trafic d'espèces protégées, trafic de bois précieux, trafic de déchets, vous avez tous vu ou lu Gomorra de Roberto Saviano, sinon lisez-le, regardez-le. La déforestation illégale qui vous permet de manger des burgers avec de la viande dont le bétail s'est alimenté de soja qui provient de déforestation illégale en Amérique du Sud. Je pourrais parler de votre chocolat qui vient de Côte d'Ivoire et qui là aussi est à l'origine de déforestation. Pour y planter des cacaoyers, je pourrais vous donner encore appétit, mais vous êtes sur la digestion. Je me suis rendu compte donc clairement que cette criminalité était la 4e criminalité en termes de rentabilité. Près de 250 milliards de dollars par an de bénéfices pour les criminels qui sont les mafieux qui sont dans le trafic de drogue, les mafieux qui sont dans le trafic d'enfants. Eh bien, se diversifient. Un mafieux, c'est un chef d'entreprise qui est là pour gagner de l'argent. Il ne respecte pas la loi, il n'empêche, c'est un entrepreneur. Et alors là, qu'est-ce que je ne constate pas? Que c'est après le trafic de drogue, d'êtres humains, et puis la contrefaçon, mais avant même le trafic d'armes. Et on se dit, mais comment le droit a pu et peut laisser passer ça? Alors, là encore, dans notre hémisphère nord, est-ce si grave? Est-on vraiment touché dans notre quotidien quand on voit que nos États sont touchés par des actes terroristes? Quand on voit la crise économique, est-ce si grave qu'un peu plus loin, là-bas, on tue ou quelques éléphants ou quelques rhinocéros? Là, j'entends cette critique et cette remarque du monde qui pourrait m'entourer. Et là, très vite, on se rend compte que ce n'est pas qu'une question d'environnement. Des enjeux sociaux sont forts également, dans la mesure où, bien souvent, dans les pays dans lesquels il y a ce genre de trafic, eh bien, il y a tout un système légal qui est touché, et notamment tous ceux qui tentent de respecter la loi, qui n'ont pas d'autre choix parfois que de devenir des criminels eux-mêmes parce qu'il n'y a pas d'emploi. Toutes et tous, vous avez sûrement un téléphone portable et ou une tablette et ou un ordinateur. Il y a de l'étain dans ces outils-là. L'étain provient en grande majorité d'Indonésie, plus exactement d'une île, l'île de Bangka, où est exploitée la cassitérite qui sert à faire de l'étain, qui est achetée par Intel, qui est achetée par Apple. Ce sont des mines illégales, ce sont des mines qui sont à l'origine de mafia, ce sont des mines dans lesquelles il y a énormément qui sont liées à de la corruption. Et ces mines-là, eh bien, elles détruisent la nature, elles polluent de manière irréversible, et ceux qui y travaillent sont condamnés. Saviez-vous que dans nos poches et dans vos poches, vous aviez ce genre de choses? Ah, là, de l'éléphant quand même à votre téléphone portable, l'intérêt est plus grand. Quand on sait que les criminalités sont croisées, que celui qui trafique de la drogue trafique également des espèces protégées, c'est facile de mettre des ovules de cocaïne dans un python, comme ça on récoltera à l'arrivée, on reprendra le python qu'on rendra à quelqu'un qui aime les nacs, les nouveaux animaux de compagnie, et puis la cocaïne à d'autres. Savez-vous que cet argent-là sert pour partie à alimenter des armées rebelles ou des groupes terroristes comme les Boubanjita de Somalie ou comme les Shabab de Somalie qui avaient besoin pressant d'argent pour mener leurs actions et qui ont décidé de prendre des kalachnikovs et d'aller dans un parc
pour détruire en quelques heures près de 300 éléphants pour prendre très vite l'ivoire et le revendre. Là, la question n'est plus qu'une question d'environnement, même si évidemment elle a de l'enjeu. Ça devient une question de sécurité, une question de paix, que la déforestation illégale entraîne l'aggravation du changement climatique et des déplacés et la multiplication des déplacés environnementaux. Bref, vous voyez comment une question qui n'était guère sexy jusque-là devient un enjeu mondial. Mais je n'en reste pas moins qu'un petit chercheur dans mon petit laboratoire de l'Université de Versailles avec plein de bonne volonté, mais tout ça ne suffit que rarement. Et c'est à ce moment-là que je me dis, il me manque quelque chose, je ne peux pas prendre mon sac à dos et devenir enquêteur seul. Et c'est là que vient l'idée de travailler avec des journalistes. Et donc c'est en travaillant avec une équipe de journalistes du Monde, dont d'ailleurs, hommage je lui rends ici puisqu'il est suisse et qu'il a été d'abord au Temps avant d'être au Monde, et c'est Serge Michel qui est pris Albert Londres pour ses travaux d'enquête en Iran notamment. Et donc je vais voir Serge Michel, que je connaissais par ailleurs, et donc on travaille avec Le Monde pendant 3 ans, et une équipe de journalistes remonte des pistes criminelles. Tout ça donne lieu à ce livre, Les Prédateurs. C'est l'éditeur qui a choisi ce livre, un peu accrocheur évidemment. Et de ce livre, vous verrez le trafic d'étain, le trafic de tigres, ceux-là même qui le matin vendent une dépouille de tigre parce que tout est bon dans le tigre, hein, ça vous rend puissant, ça vous guérit du cancer, évidemment tout ça est fake, mais ça se vend très cher. Va vendre l'après-midi une petite fille au bordel de Bombay. Lequel des deux est le plus cher? C'est le lion, c'est le tigre, pardon, c'est beaucoup plus difficile à capturer. Tout ça est très, peut-être un peu choquant, mais et cynique, il n'empêche que c'est la réalité. Et alors, cette équipe de journalistes parcourt près d'une quinzaine de pays et met en évidence comment cette criminalité a pu prospérer en aussi peu de temps, alors même que du droit existe. Et de ce diagnostic-là, une équipe de juristes avec laquelle j'ai travaillé de différents pays est passée du diagnostic à la tentative de proposer des remèdes au travers d'un rapport que nous avons remis à Madame Taubira, alors garde des Sceaux, et à Nicolas Hulot, qui était alors le représentant du président de la République pour le climat. C'est un ouvrage qui s'appelle « Des écocrimes à l'écocide », voilà le terme est né. Et dans cet ouvrage, nous proposons 2 conventions internationales et au-delà, afin que les faiblesses du droit soient dépassées et que la force du droit fasse inverser la courbe de cette criminalité qui nous concerne tous, parce que cette planète et cette sécurité est commune, et que le migrant qui risque, qui a besoin de déménager, par exemple, me concerne, parce que les déchets électroniques de mon ordinateur qui sera obsolète, qui va se retrouver en Chine et qui va être désossé par des enfants, lesquels vont être contaminés, ça me concerne, et je pourrais poursuivre les exemples. Donc ce travail qui a fait l'objet du rapport présente un certain nombre de propositions. Mon objectif n'est pas d'en faire la liste, et je répondrai à votre question évidemment si vous en avez, et dans la seconde partie de nos échanges, on prendra peut-être des exemples d'affaires plus concrètes. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que nous avons proposé de reconnaître à l'échelle internationale, dans le prolongement du crime de génocide, c'est-à-dire le crime le plus grave, le crime qui porte atteinte à la dignité humaine, un crime d'écocide, c'est-à-dire le crime qui porte atteinte à la sécurité, à la sûreté de la planète, entendu comme un acte intentionnel, c'est-à-dire voulu, commis dans le cadre d'une action généralisée ou systématique. Cette définition est le parallèle de la définition des crimes contre l'humanité tels qu'ils apparaissent dans le statut de la Cour pénale internationale qui se trouve à La Haye. Juste quelques points à propos de ce crime d'écocide. Là aussi, nous ne l'avons pas créé ou inventé seul. Tristement, parce que le droit se crée et évolue à coups de catastrophe, je le regrette toujours. Le naufrage du Titanic a créé du droit international maritime du sauvetage en mer. La catastrophe de l'Erika a abouti à un certain nombre de textes européens en matière de sécurité maritime internationale.
la catastrophe d'AZF, également en France. Aux États-Unis, si je prends l'affaire du Love Canal, l'affaire de la contamination des sols qui a entraîné la mort de nombreux enfants à proximité des chutes du Niagara, a été à l'origine de la création de cette grande agence de protection de l'environnement que aujourd'hui le président Trump tente de détruire. Ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes là, nous, au chevet de ce qui va mal, de la pathologie. Alors il est sûr que ces remèdes sont divers, et à cet égard, le crime d'écocide avait déjà été proposé et ensuite s'est rendormi au moment de l'utilisation de l'agent orange lors de la guerre du Vietnam par l'armée américaine. Juste pour vous dire que l'agent orange, c'est quelque chose que vous connaissez très bien, puisque c'est un défoliant systématique aussi. C'est rien d'autre que l'équivalent du Roundup, en fait, du glyphosate dont on parle beaucoup. Pourquoi est-ce qu'ils ont utilisé l'agent orange au Vietnam? Parce que les Vietnamiens résistants se cachaient dans la forêt vietnamienne et que tout simplement en diffusant pendant des années et des années ce produit-là, eh bien, on détruisait les arbres et en même temps pour cibler ceux qui s'y cachaient, et puis ça ciblait ceux qui étaient aussi en dessous. La terre est contaminée toujours, de même que l'eau, et donc c'est à ce moment-là que des scientifiques et même un juriste se sont dit, mais ici on porte atteinte, on tue la maison commune, oikos, le écho c'est oikos en grec, la maison, et site ça renvoie à kaedare, tuer. Dans le génocide, je tue le genre humain. Dans l'écocide, je tue la maison. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on parle ici des crimes les plus graves. Je ne parle pas d'une simple atteinte à l'environnement, je parle d'un crime qui est un crime particulièrement grave, qui va nécessiter des réactions proportionnées à la gravité de ces crimes. Alors, on verra, on multipliera peut-être les exemples. Il y en a des bien connus qui sont malheureusement des cas d'école. Plus récents, en 2006, c'est l'affaire du Probo Koala. C'est un navire qu'une société, la société Trafigura, qui est une société néerlandaise, décide d'envoyer, je dirais, au large d'Abidjan, parce que retraiter les déchets qu'elle contenait lui aurait coûté 300 000 € environ, ce qui n'est absolument rien pour cette société qui a de nombreux moyens. Et le navire va alors au large d'Abidjan, et puis il y a des navettes, on crée des sociétés écrans sur place, et des personnes qu'on embauche au port vont tout simplement prendre les produits qui sont dans le navire et les stocker, les répartir dans les décharges qui se trouvent à Abidjan et au large d'Abidjan. 50 000 personnes vont être intoxiquées par ce qui m'a été décrit par les habitants et puis par les avocats qui défendaient ensuite le Premier ministre, comme une odeur d'ail à la puissance 1000, quelque chose qui vous suffoque tellement l'odeur est forte. Voilà le problème de justice internationale, c'est-à-dire que le président de l'époque, Laurent Gbagbo, a transigé avec ceux qu'il a tout de suite libérés. Ils ont fait un chèque, ils sont partis, le président Gbagbo a résisté, et vous savez aujourd'hui où il est, à La Haye, et à La Haye il ne fait pas du tourisme, puisqu'il s'y trouve la Cour pénale internationale, qui juge des crimes contre l'humanité. Tout ça pour vous dire que les victimes n'y ont vu que peu d'indemnisation et que l'entreprise en question, elle, se porte toujours très bien. Voilà ce qui nous a paru être un cas d'école du crime d'écocide. Il y en a d'autres, et Valérie Cabanès en parlera. Un autre qui nous a semblé aussi être un cas d'école, c'est celui dans lequel le droit aujourd'hui ne suffit plus. C'est l'affaire Chevron Texaco en Équateur. Le pétrolier américain exploite un oléoduc pendant près d'une vingtaine d'années en Équateur. Cet oléoduc a des fuites récurrentes, connues, qui polluent les sols, qui polluent la terre et qui entraînent la contamination des sources et qui entraînent le décès de nombreuses victimes. Que se passe-t-il alors? Puisque quand même dans le monde, on est dans un état de droit, un procès a lieu. Ce procès va commencer aux États-Unis. Les victimes poursuivent Chevron aux États-Unis, puisque c'est aux États-Unis que se trouvent ses intérêts économiques. S'il y a besoin d'avoir une condamnation, c'est là-bas qu'on pourra obtenir le versement des sommes, puisque là, c'est là que sont ses avoirs, si vous voulez, son patrimoine. Mais Chevron dit « Ah non, non, ne nous jugez pas aux États-Unis. Nous demandons une délocalisation en Équateur. Ce sera plus près des victimes, ce sera plus juste pour elles. » Le juge américain a besoin, pour accepter cette délocalisation, d'apprécier et de vérifier que la justice équatorienne répond bien aux canons de la justice américaine en termes de respect des règles de la justice, la bonne défense des intérêts.
Elle accepte, la justice américaine, cette délocalisation. Le procès à Lyon-Équateur et aboutit à une condamnation de près de 9 milliards de dollars. C'est beaucoup quand même. Très bien, ces 9 milliards de dollars, il faut alors en obtenir le versement. Pour ça, il faut ressaisir la justice américaine, puisque les avoirs de Chevron Texaco ne sont plus en Équateur, il n'y a plus rien. Et là, Chevron dit au juge américain « Ah non, nous n'allons pas payer. La décision équatorienne, vous ne pouvez pas nous l'opposer. C'est une décision qui a été rendue par une justice corrompue. » Et le juge américain de dire « Oui, c'est vrai, vous avez raison, la justice équatorienne était corrompue. Vous n'avez pas à payer cette somme. » Voilà un autre exemple. Je vous prends des exemples emblématiques de ce qui fonctionne mal. Et comme je suis un optimiste et que je sais par l'expérience que le droit a les moyens de faire changer les choses, j'arrêterai là sur ce débat. On évoquera ensuite quelles sont les solutions qui sont possibles demain ou même dès aujourd'hui. Voilà un peu un premier inventaire de ce qu'est l'écocide dans la réalité et dans le droit. Merci Laurent. Alors, en ce qui concerne le mouvement que je représente, End Ecocide on Earth, nous en sommes arrivés à nous poser des questions sur cette nécessité de reconnaître le crime d'écocide par la Cour pénale internationale comme le 5e crime contre la paix et la sécurité humaine. Je dirais selon différents angles. Le premier, comme Laurent vient de l'expliquer, face au constat d'un droit qui est mal outillé, où effectivement on voit des décisions prises par des États, condamnées par la justice par exemple, je pense au barrage de Belo Monte au Brésil, où la Cour suprême interdit un projet de barrage qui va déplacer 20 000 personnes et nuire véritablement à l'écosystème du fleuve et aux populations qui en dépendent, et où on voit effectivement qu'une présidente peut s'affranchir totalement d'une décision de justice, où l'on voit que l'ONU s'alarme et pond 2 rapports demandant à ce que ce projet soit interdit, et où cette présidente s'affranchit complètement, je dirais, de ce pointage fait par l'ONU, où la Cour interaméricaine des droits de l'homme demande à cette présidente de venir s'expliquer en lui expliquant que ce projet est une atteinte aux droits des peuples autochtones, et elle ne daigne même pas se présenter à Washington pour l'audience. Et là, moi je me souviens, parce que je travaillais sur ce cas-là, me dire, mais en fait, quand il s'agit effectivement de dommages graves à l'environnement ou d'atteinte aux conditions d'existence de population, l'impunité des chefs d'État est totale. Là, il manque quelque chose aujourd'hui, véritablement, dans ce droit pénal international, je vous le rappelle, qui juge de crimes de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes d'agression et de crimes de guerre, où est la protection de la nature dans ce statut de la Cour pénale internationale. Alors, cela existe, les crimes environnementaux sont reconnus par la CPI, mais seulement en temps de guerre, mais pas en temps de paix. Et puis, ensuite, sont arrivés tous ces rapports scientifiques qui nous alertent sur l'effondrement qui menace aujourd'hui la biodiversité. Nous sommes rentrés dans une 6e extinction des espèces sur Terre. Très concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous avons perdu d'ores et déjà presque 60% des vertébrés sur Terre, et nous venons d'apprendre que nous avons perdu 80% de la masse des insectes sur Terre en quelques années. Et puis, vous le savez, on nous alerte en permanence sur les risques de ce changement climatique en cours, et sur même le risque d'un emballement, puisque au-delà de cet article d'hier, il sera bientôt trop tard,
Je me souviens qu'en juin, lors du G20, l'ex-président du GIEC, Jean Jouzel, et 20 autres scientifiques ont expliqué aux États qui étaient là, les plus grandes puissances du monde, qu'il nous restait plus que 3 ans pour éviter l'emballement climatique et son irréversibilité. Il faut bien comprendre que nous avons, nous, espèces humaines, prospéré grâce à des conditions climatiques extrêmement favorables sur Terre depuis la dernière glaciation. Depuis 11 700 ans, nous avons un climat qui a été favorable, tempéré. Il y a 11 700 ans, quand le climat s'est stabilisé, on a eu une augmentation de 4 degrés de la température moyenne globale sur Terre, mais on a aussi eu une augmentation des océans, de la montée des eaux des océans, qui a atteint à certains endroits plus de 60 mètres. Or, à l'heure actuelle, tout nous indique que nous allons vers une trajectoire à plus 3, plus 4 degrés d'ici la fin du siècle. C'est-à-dire une augmentation des températures quasi équivalente à ce qu'on a connu il y a 11 700 ans. Et il y a une bombe climatique en ce moment qui est en train d'être pointée du doigt et qui n'avait pas été prise en considération par le GIEC, qui nous alerte depuis 1988 sur ce problème, qui est la bombe à retardement que représente le méthane, et pas seulement le CO2. Il faut comprendre que les zones gelées sur Terre sont en train de dégeler, et que ces zones gelées, la Terre est gorgée de méthane, c'est ce qu'on appelle le permafrost, et que ce méthane est en train d'être relâché dans l'atmosphère, mais aussi relâché au fond des mers. En mer de Sibérie, la mer s'est mise depuis quelques années à bouillir. On voit des petites bulles à la surface de la mer qui sont ce fameux gaz qui est 26 fois plus puissant que le CO2 en termes de gaz à effet de serre. Je vous passe les détails, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce qui nous a interpellés, c'est que depuis 1988, les grandes multinationales du monde qui usent, exploitent et font du profit grâce au pétrole, grâce au gaz, grâce au charbon, c'est-à-dire tous les combustibles fossiles qui sont utilisés aussi dans l'agro-industrie, dans l'agrochimie et dans la plasturgie, sont au courant de ce qui est en train de se tramer. Elles sont au courant depuis 1988. Et 100 seulement entreprises dans le monde aujourd'hui émettent 71% des gaz à effet de serre qui emballent le climat. Et là aussi, on était face à un constat qui est, mais finalement, ces multinationales, quelles sont les obligations qui leur sont dues en droit international? Parce que le droit international a été construit pour réguler les relations entre les États. D'accord? Mais ces entités morales que sont les grandes entreprises et qui sont montées en puissance depuis les années 70 ont réussi finalement, tout en devenant parfois plus puissantes en termes de patrimoine, en termes de bénéfices que de certains États. Il y a des multinationales qui sont plus riches aujourd'hui que des États, que la Belgique ou la Suisse, je ne sais pas, en tout cas la Belgique. Elles n'ont pas les mêmes obligations à l'heure actuelle que les États en ce qui concerne le respect des droits de l'homme ou le respect du droit de l'environnement. Et il m'est aussi apparu très important de réfléchir à la responsabilité, non pas simplement des chefs d'État, en ce qui concerne leur manquement à leurs obligations pour nous protéger, nous, les citoyens, mais à la responsabilité des décideurs, des PDG de multinationales, et au-delà même, je dirais même, des banques qui subventionnent ces multinationales. Il faut savoir qu'encore aujourd'hui, malgré l'accord de Paris, 4 700 milliards de dollars sont encore attribués en subvention aux énergies fossiles par an. Et donc, oui, il sera bientôt trop tard, mais
rien aujourd'hui ne permet de nommer les responsables de ce qui est en train de se passer et qui va effectivement toucher à la sûreté de la planète. Et il y a une étude scientifique qui a été publiée en 2009 par une équipe de 22 chercheurs du Stockholm Resilience Center, qui a eu la bonne idée de se dire, mais finalement, il faut qu'on arrive à clarifier à quel moment l'humanité se retrouve véritablement menacée. Et elle a déterminé, cette équipe, 9 limites planétaires, c'est-à-dire 9 seuils, au-delà desquels la survie de l'humanité est menacée. Ces 9 limites, je vais vous les résumer très rapidement, ce sont des limites chiffrées, d'accord, scientifiquement chiffrées, qui donc indiquent la quantité, par exemple, de CO2 au-delà duquel le changement climatique devient dangereux. De la même manière, elle a chiffré le seuil au-delà duquel l'érosion de la biodiversité devient dangereux. Elle a réfléchi donc à l'usage que nous faisons des sols, c'est-à-dire que très concrètement, on a besoin des forêts sur Terre, d'une part pour protéger le climat, le maintenir, d'autre part pour protéger le cycle de l'eau douce. Et là aussi, nous avons tellement déforesté que nous mettons en péril, à l'heure actuelle, d'autres limites planétaires que sont le climat et la biodiversité. Elle a déterminé une limite en ce qui concerne la quantité de phosphore et d'azote dans les sols, parce que nous les enrichissons trop à force de les avoir appauvris à coups de pesticides. Elle a déterminé une limite en ce qui concerne la couche d'ozone, dont le trou ne doit pas s'étendre au-delà de 4%, sans quoi nous risquons tous des cancers de la peau. Elle a déterminé une limite en ce qui concerne l'émission d'aérosols polluants, c'est-à-dire, par exemple, tous les rejets écotoxiques que sont les pesticides, que sont les déchets nucléaires, la radioactivité de nos activités nucléaires, par exemple. Elle a aussi déterminé une limite en ce qui concerne l'acidification de l'océan, parce que l'océan, malheureusement, est en train de s'acidifier du fait que l'océan est une pompe à carbone. Le phytoplancton au fond de l'océan, qui est à la base de la chaîne alimentaire et qui fournit l'oxygène à notre écosystème terrestre, est en train de disparaître sous l'effet de cette acidification de l'eau, parce que l'océan, depuis un quart de siècle, a pompé plus de 40% de nos excédents de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et puis enfin, elle s'intéresse à une nouvelle limite en lien avec les nanoparticules. Toutes ces entités nouvelles que nous sommes en train de créer et sur lesquelles nous n'appliquons pas le principe de précaution, sans savoir ce que cela va impliquer en termes de santé humaine, par exemple. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes impactés par des perturbateurs endocriniens, par des cocktails chimiques qui font exploser le taux d'autisme, le taux de troubles du comportement chez l'enfant, et voire même qui sont en train d'avoir un impact sur le QI général de la population. Et ces limites planétaires, nous avons donc proposé qu'elles soient finalement l'outil que peut utiliser le juge international dans la définition de ce qu'est un crime d'écocide. Et à la différence de Laurent, nous demandons aujourd'hui à la Cour pénale internationale, et cela doit passer par une demande d'un État au minimum, qu'elle utilise l'article 30 du statut de Rome, qui, bien évidemment, pose le principe d'intentionnalité dans la définition du crime d'écocide et de tous les autres grands crimes internationaux, mais qui puisse aussi s'appuyer sur le deuxième alinéa de cet article 30 qui dit que peut être aussi être condamné pour crime toute personne qui commet un acte en connaissance des conséquences probables de ses décisions. Et là, je crois qu'en ce qui concerne les dirigeants multinationales aujourd'hui, en ce qui concerne nos chefs d'État, en ce qui concerne les dirigeants de banque, tout nous indique aujourd'hui qu'ils sont absolument tous au courant des décisions qu'ils prennent. Et donc, quand quelqu'un comme Trump se permet de sortir de l'accord de Paris,
nous demandons aujourd'hui que la justice internationale puisse s'affranchir de la souveraineté des États pour pouvoir poursuivre en justice un président comme Trump qui menace la sécurité humaine et la sûreté de la planète au nom d'intérêts qui sont des intérêts nationaux économiques. Et je vais juste finir sur une phrase qui va nous permettre d'aborder un deuxième sujet. Pour cela, à travers la définition que nous proposons du crime d'écocide, nous proposons au final que la valeur intrinsèque de la nature puisse être défendue en justice, parce que de fait, on ne peut pas aujourd'hui garantir les droits fondamentaux de l'homme, le droit à l'eau, le droit à l'alimentation, le droit à la santé, le droit à l'habitat. En tout cas, on ne pourra plus les garantir aux générations futures si nous ne protégeons pas la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui sur Terre, et donc si nous ne protégeons pas l'écosystème terrestre et ses sous-écosystèmes que sont la biosphère, l'hydrosphère, la lithosphère. Bon, en fait, si vous voulez, tous les communs planétaires qui ne sont pas sous la responsabilité d'un État ou sous la souveraineté d'un État, que ce soit les océans, que ce soit les pôles, que ce soit l'atmosphère. Ces communs planétaires n'appartiennent à personne et sont exploitables par tous. Et donc nous demandons aujourd'hui que la nature puisse être représentée en justice, ce qui signifie, en ce qui nous concerne, qu'il faut pouvoir lui donner une personnalité juridique, c'est-à-dire qu'elle puisse se défendre et défendre son intérêt à exister, comme pourrait se défendre un enfant face à un juge, c'est-à-dire à travers la voix d'un représentant, ou d'un tuteur légal, ou d'un parent, ou d'un gardien. Et je crois que c'est un sujet sur lequel nous aimerions débattre, Laurent et moi. Voilà. Madame Cabanas, merci beaucoup pour votre intervention. Monsieur Nera aussi, merci beaucoup pour votre intervention. Et maintenant, je vous propose peut-être de faire un petit intermède avec quelques questions donc, du public. Je vous propose simplement de lever donc, la main si vous avez une question à poser à nos deux invités. On va essayer de prendre le maximum donc, d'interventions. Allô? Quand vous parlez de punir les gens qui polluent, par exemple des multinationales, vous parlez de punition d'ordre économique? Ou plutôt de, je ne sais pas, Alors, enfermer les dirigeants des multinationales qui polluent? oui. En ce qui concerne le crime d'écocide, il faut bien comprendre que le droit pénal international va chercher la responsabilité pour l'instant de personnes réelles. D'accord ? C'est pour ça que je vous parlais des dirigeants. Ce qui n'empêche pas, bien évidemment, et en tout cas c'est ce qu'on demande, Laurent en parlera aussi, on demande bien évidemment que dans un processus suite à un jugement, il puisse y avoir différents niveaux de l'application du crime d'écocide, à savoir, effectivement, si l'on arrive à démontrer qu'un dirigeant a été, soit a agi de façon intentionnelle, soit en tout cas en connaissance des conséquences probables de ses actes, il puisse être puni par la justice, c'est-à-dire éventuellement une peine de prison. Mais au-delà, il faut qu'il y ait réparation. Et donc, il faut aussi qu'il y ait une justice dite restaurative, c'est-à-dire où le juge puisse demander à l'entreprise qu'il représente, ou à l'État, que représente un chef d'État, de réparer les dommages, et qu'ils soient écologiques, ou qu'ils soient économiques, ou qu'ils soient sociétaux. Et puis, on peut même aller au-delà, on peut parler même d'une justice transitionnelle, à savoir pouvoir donner la parole aux victimes, pouvoir être entendu par la personne qu'elle considère comme être coupable, et permettre au final à cette personne considérée comme coupable de présenter ses excuses. Ça fait partie d'un processus de réparation. C'est quelque chose qui a été énormément utilisé dans le cas des génocides, que ce soit par exemple au Rwanda, où ces processus de justice transitionnelle ont énormément aidé les populations à se réconcilier.
Et qu'est-ce que j'ai oublié? Et puis surtout, l'objectif reste un objectif préventif. C'est-à-dire que à partir du moment où on permet de poser des limites, je dirais, contraignantes à notre activité industrielle, en expliquant que par ces effets de seuil, on peut déterminer que, par exemple, en ce qui concerne le changement climatique, il est impératif aujourd'hui de garder 80% des réserves de combustibles fossiles connues dans le sol, sinon nous allons dépasser les 1,5 ou les 2 degrés de réchauffement climatique. Il faut à ce moment-là que le juge soit en capacité de poser ce qu'on appelle des mesures conservatoires, c'est-à-dire en phase de pré-projet industriel, de dire « j'interdis ce projet parce que c'est un projet qui est potentiellement écocidaire ». Et de manière générale, la dissuasion punitive vis-à-vis des dirigeants ou des responsables va permettre, par exemple, à des patrons multinationales de se positionner face aux actionnaires, puisque au final, dans une entreprise, ce sont les actionnaires qui font la loi. C'est eux qui vont pousser un PDG à prendre la décision de forer en Arctique, par exemple. Si le PDG lui-même peut être accusé de crime d'écocide du fait de cette décision, il va pouvoir se positionner face à ses actionnaires en disant « moi, c'est ma tête qui est en jeu ». De la même manière, on vient d'apprendre hier que des citoyens norvégiens viennent d'attaquer l'État norvégien pour avoir pris une décision un mois seulement après avoir signé l'accord de Paris, où il a autorisé à un certain nombre d'entreprises de forer dans ses eaux territoriales en Arctique. C'est une décision totalement schizophrénique, et là, les citoyens, pour le coup, pointent du doigt la responsabilité de l'État, et si le crime d'écocide était reconnu, il y aurait un risque que ces citoyens même saisissent la Cour pénale internationale en disant bah, finalement, nos dirigeants sont en train de prendre une décision écocidaire. Est-ce que ça répond à votre question ? Juste quelques mots en complément, au-delà de ce qui a d'ores et déjà été dit. Vous sentez et comprenez bien qu'avec cette nouvelle forme de crime, et vous connaissez les crimes classiques, l'homicide, c'est le fait de porter atteinte à la vie de l'homme. Le génocide, à sa dignité et à la dignité du genre humain. Et le vol, la destruction d'un bien, ça sont des choses qu'on connaît très bien, et depuis longtemps, les sanctions qui existent sont connues et fonctionnent bien. Avec l'écocide et même des crimes environnementaux qui ne seraient pas de ce niveau-là, qu'on pourrait appeler éco-crimes, il faut faire œuvre de créativité. Et c'est ce qui sûrement nous réunit et qui est passionnant avec cette matière, c'est que nous devons innover. Pourquoi ? Au-delà des sanctions évoquées par Valérie, il y a quelque chose qui est caractéristique de la criminalité environnementale, c'est l'importance des profits par rapport aux condamnations qui sont infligées. Tous les journalistes qui ont fait le tour du monde dans cet ouvrage ont entendu la devise du crime environnemental. C'est une devise en anglais du « high profit, low risk », des profits considérables pour un risque mineur. L'exemple typique que je répète à l'envi, c'est le kilo de corne de rhinocéros. Un kilo de corne de rhinocéros, ça vaut 2,5 fois plus qu'un kilo de cocaïne. Si on est pris aux États-Unis avec un kilo de corne de rhinocéros, c'est moins d'1 an d'emprisonnement, alors que pour la cocaïne, ce sera plus de 10 ans. Vous voyez bien qu'ici, clairement, le risque économique est mineur. Il faut repenser les sanctions au-delà de celles qui ont été citées, classiques, et notamment cette sanction de ce que l'on appelle la faute lucrative. La faute lucrative, c'est celle que l'on commet en connaissance de ce que l'on sera sûrement condamné, mais dans tous les cas, la condamnation sera bien moindre que le profit que j'aurai tiré de mon infraction. Ça existe au-delà des crimes, notamment, c'est bien connu dans la presse People, qui a fait son étude de marché en sachant très bien qu'en publiant un tel et une telle sur une plage censée être isolée, ils vont leur payer des dommages et intérêts, mais ça ne sera rien par rapport aux ventes qu'ils vont réaliser. Et donc, c'est important d'avoir ce que l'on appelle une confiscation je dirais, de cet argent du crime. Et à cet égard,
c'est intéressant de voir que dans certains pays du monde, il y a déjà des solutions qui existent. Malheureusement, ce n'est pas généralisé. Je vais vous citer 2 exemples qui ne sont pas des écocides, mais qui sont emblématiques. Quand vous prenez l'affaire Volkswagen, quand vous regardez la manière dont elle est traitée outre-Atlantique et de ce côté-là de l'Atlantique, en Europe, aux États-Unis, il y a eu ce qu'on appelle un deal of justice, c'est-à-dire un accord conclu avec le parquet américain. Il y a eu une condamnation de la part de contre Volkswagen à réparer les préjudices subis par les consommateurs et même une obligation de Volkswagen de racheter les véhicules. Le but est vraiment d'avoir une sanction qui touche au porte-monnaie et je crois vraiment que si c'était partout de la même manière dans le monde, ça aurait une grande vertu préventive. De ce côté-là de l'Europe, avez-vous vu les mêmes choses? Avez-vous vu ce qu'on voit dans le film d'Erin Brockovich, des class action, des dommages et intérêts punitifs? Avez-vous vu ce genre de choses? Eh bien non. Je pense que c'est important qu'on y repense et qu'on le généralise. C'est la même chose avec les marées noires. Si vous voulez regarder, parce que j'aime beaucoup l'apprentissage, on fait ça avec des étudiants à Versailles par les films et même américains très clichés, et sorti Noël dernier Deepwater, pour Deepwater Horizon, c'est-à-dire l'affaire de la plateforme BP dans le golfe du Mexique. Dans cette affaire, vous voyez comment la catastrophe est liée à une multiplication, une multitude de fautes de personnes qui prennent des libertés avec la sécurité. Et bien dans l'affaire BP, pas un préjudice économique d'un professionnel de la mer, pas un préjudice écologique des écosystèmes, des crevettes, des... comment appelle-t-on ça, là, les palétuviers, de la mangrove. Pas un de ces préjudices n'a fait l'objet d'une absence d'indemnisation. Quand je prends l'affaire du Probo Koala, il y a eu quelques pacotilles pour les victimes, êtres humains. L'avocate qui défendait le Premier ministre et les intérêts de l'environnement avait fait lister par des cabinets spécialisés l'étendue du préjudice écologique pour que l'entreprise paie la réparation, c'est-à-dire le nettoyage, la réintroduction d'espèces pour que, au-delà des préjudices humains, qui ont été peu réparés, le préjudice écologique soit aussi réparé en termes de sanctions, c'était votre question. Ça ne l'a pas été, puisque là aussi le gouvernement a été assez faible. Et puis ce que l'on voit, je terminerai avec ça aussi, c'est la sanction injonction. La sanction injonction, c'est celle que l'on a vue à plusieurs reprises dans les procès qui se multiplient, que l'on appelle les procès climatiques. Les procès climatiques, ce sont les cas où là, si vous vous demandez si vous pouvez agir, eh bien oui, vous le pouvez. Aux États-Unis, notamment, au Portugal, ce ne sont pas des profs de droit qui agissent, ce ne sont pas des associations seulement, ce sont des enfants et des adolescents et des jeunes adultes. Vous pouvez trouver sur leur site internet toutes les décisions, toutes les actions qu'ils ont menées aux États-Unis au travers de leur groupement qui s'appelle Our Children Trust. Ils ont agi contre le président américain, ils ont agi contre des États fédérés, ils ont agi contre des multinationales pour leur faire injonction de modifier leur politique. La décision historique de condamnation a été rendue en 2015, année de la COP21, aux Pays-Bas, au mois de juin. C'est une décision où il a été fait injonction à l'État hollandais de revoir sa politique climatique. Et ça a été suivi des faits. Aujourd'hui, il y a près de 700 affaires en cours dans le monde entier sur ces questions-là. Le tribunal de Lahore au Pakistan a aussi condamné l'État pakistanais à agir à la demande de qui? D'un paysan qui n'arrivait plus à faire des récoltes parce qu'elles étaient inondées de manière récurrente. Un paysan contre l'État, voilà qui est une arme puissante grâce au droit, grâce au tribunal. Et j'ajouterais qu'en Suisse, il y a un recours climat qui est en cours, alors qu'il n'est pas mené par les jeunes, mais par les grands-parents. Il s'appelle ce mouvement, enfin cette association, les aînés pour le climat. Ça n'empêche pas que les jeunes créent leur propre recours aussi, hein, puisque là, ces aînés le font au regard des risques qu'elles encourent en cas de canicule, puisqu'on sait que les personnes âgées sont les premières victimes en cas de canicule. On a fait un colloque le 3 novembre à Paris où on a réuni justement la plupart des porteurs de ces recours climat à travers le monde. Et effectivement,
effectivement, c'est aux États-Unis que c'est le plus impressionnant quand on voit les jeunes se mobiliser, mais on a reçu, et ça a été extrêmement touchant, une petite fille de 10 ans, une indienne de l'État du nord de l'Inde, l'Uttarakhand, l'Uttarakhand, qui, quand elle avait 6 ans, a assisté à des inondations absolument catastrophiques, qui ont emporté des maisons, qui ont emporté des voisins, de la famille, quand le Gange a débordé. Et elle a dit à son père en rentrant le soir, mais qui est responsable? Il faut bien qu'il y ait un responsable à cela. Et son père, qui travaille pour la protection de la faune sauvage, lui a dit, mais écoute, c'est un effet du changement climatique. Elle a dit, oui, mais s'il y a un changement climatique, qui est responsable? Je veux qu'on nomme un responsable. Et elle était tellement insistante et tellement, voilà, vraiment perturbée que sa mère a dit à son père, mais écoute, demandons à la justice qui est le responsable. Et elle est venue témoigner à Paris il y a donc une semaine pour nous expliquer cela. Et donc ils ont lancé un recours climat en Inde aussi, grâce à cette petite fille de 6 ans au départ. Vous imaginez? Et effectivement, ça se multiplie et ça devient très intéressant parce que, au-delà de ces citoyens qui saisissent leur justice nationale pour demander aux juges de statuer sur la responsabilité de leur État, de leur gouvernement, en ce qui concerne leur engagement à respecter les recommandations de limite d'émissions de gaz à effet de serre, on a un cas hier en Allemagne tout à fait passionnant, je ne sais pas si tu en as entendu parler, où c'est un Péruvien qui a réussi, avec l'aide d'ONG allemandes, dont Greenpeace, à saisir la justice allemande pour faire reconnaître la responsabilité d'entreprises allemandes qui agissent sur son territoire et faire reconnaître donc la nécessité que ces entreprises réparent et payent les dommages causés à son territoire du fait de la fonte, en particulier des glaciers, qui créent des retenues d'eau de plus en plus importantes et qui sont sur le point de céder et d'inonder une multitude de villages. Et le juge allemand a considéré cette plainte recevable. Et là, c'est ce que disait Laurent, c'est là où vous pouvez vraiment avoir un rôle important, qui est qu'au-delà de ce que nous essayons de faire pour faire reconnaître au niveau, je dirais, international, soit des traités contraignants, des conventions, soit la reconnaissance du crime d'écocide par la Cour pénale internationale, il faut aller aussi titiller le courage des juges. Parce que les juges créent par leurs décisions une jurisprudence qui va être utilisée ensuite par d'autres juges. Et de cette manière, ça peut effectivement évoluer le droit et permettre en fait à des juges de s'emparer de nouveaux concepts qui ont été posés par des précédents. De la même manière que le statut de réfugié climatique est enfin en discussion en Nouvelle-Zélande, et si la Nouvelle-Zélande reconnaît le statut de réfugié climatique, cela va créer un précédent dans le monde absolument fabuleux qui va permettre à d'autres juges de pouvoir statuer sur le statut de réfugié climatique pour certains déplacés environnementaux ou climatiques. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose dont vous pouvez vous emparer. C'est votre pouvoir en tant que citoyen pour pouvoir demander à la justice qu'elle demande finalement à l'État ou à des multinationales de rendre des comptes. En fait, j'ai une petite question très rapide. En fait, je voulais savoir combien de temps il faudrait prévoir avant que le temps d'écocide soit reconnu par la compagnie internationale. Deuxièmement, en fait, je voulais savoir pourquoi est-ce que parfois le crime contre l'humanité, on ne peut pas l'utiliser en fait, dans certains cas, quand il y a des morts qui s'en suivent pour des problèmes environnementaux ou quoi que ce soit. Merci. Sachez que le crime d'écocide est déjà présent dans des différents codes, en Russie, au Vietnam et dans des codes d'anciennes républiques soviétiques. Le crime contre l'humanité,
est mobilisable d'ores et déjà en matière d'atteinte à l'environnement. Mais pas seulement le crime contre l'humanité, le crime de guerre aussi. Pourquoi le crime de guerre par attaque délibérée de l'environnement existe déjà dans le statut de Rome? Parce qu'il y a le précédent que vous connaissez sûrement, qui fait partie des plus grandes catastrophes causées par l'homme à l'environnement de manière intentionnelle. C'est l'affaire de l'incendie des puits de pétrole par l'armée de Saddam Hussein au Koweït, l'application de la politique de la terre brûlée, qui a entraîné des marées noires considérables. Donc le crime de guerre, c'est-à-dire porter atteinte à l'environnement de manière intentionnelle, de manière grave et irréversible, en période de guerre, peut être considéré comme un crime grave. Je suis mesuré sur l'intérêt de cette incrimination parce qu'il y a une condition qui fait qu'à ce jour, elle n'a pas été retenue, c'est qu'on va regarder quel était l'avantage militaire recherché. Et si l'avantage militaire recherché valait bien la pollution, alors, ma foi, on n'encourra pas de sanctions. Autre crime du statut de Rome qui peut être utilisé, c'est le crime de génocide. Et par exemple, Omar al-Bashir, à la tête du Soudan, fait l'objet d'un mandat de la part de la Cour pénale internationale. C'est spécialement pour avoir pollué de manière intentionnelle les puits et les sources pour porter atteinte à des populations pour ce qu'elles représentaient. Voilà qui, là, pourrait faire l'objet, simplement personne ne le livre, donc il n'y a pas de procès à ce jour, mais voilà qui pourrait être actionné d'ores et déjà. Donc vous voyez, en temps de guerre, on a effectivement des instruments. En temps de paix, c'est la notion stricte de crime contre l'humanité qui permet de sanctionner en cas d'attaque généralisée ou systématique qui prend la forme d'un acte inhumain. À mon sens, une interprétation large de cette définition pourrait d'ores et déjà permettre d'accepter le crime d'écocide. On doit rester juriste avant tout et ne pas oublier que quand les libertés sont concernées, quand on parle de droit pénal, il faut des définitions très précises. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de définitions plus précises. Mais il est sûr, selon moi en tout cas, que ce que l'on appelle le land grabbing, la déforestation consciente, et le land grabbing, c'est l'accaparement des terres, notamment par des multinationales, contre des populations pour qui ces terres ont un intérêt vivrier, et qu'ils le font avec l'accord de l'État à la suite de versements de pots de vin. Cet accaparement des terres, systématique, généralisé, en conscience de ce qu'il entraîne des atteintes à l'humanité, mais aussi des atteintes à la biodiversité, parce que vous avez tous vu les reportages de comment on fait pour faire de la pâte à tartiner ou les meilleurs gâteaux que vous aimez à un goût pseudo-chocolaté sans chocolat. Il faut cette huile pas chère qui est l'huile de palme. Et cette huile de palme, ça pousse très vite, mais ça porte atteinte à des forêts porteuses de nombreux écosystèmes et des forêts primaires. Et ça, mais, tout le monde le sait. Et le bureau du procureur de la Cour pénale internationale en septembre de l'an passé a incité les États, ou plutôt incité les États ou des victimes potentielles de ce type de crime à les rattacher au crime contre l'humanité. Enfin, c'est une interprétation qu'on fait, mais à les rattacher au crime contre l'humanité. Donc c'est une ouverture possible. Jusque-là, la Cour avait bien d'autres dossiers à traiter, mais récemment, elle a annoncé qu'elle voulait aussi prendre en main ces crimes environnementaux. Il n'empêche que la valeur qu'on protégerait ici, c'est avant tout la dignité humaine et seulement en second la sûreté de la planète. Donc je crois que c'est dans tous les cas important et opportun, mais insuffisant. Oui, je suis d'accord avec Laurent. Juste pour préciser, c'est quand même, malgré tout, pour nous, une source d'espoir que de voir cette procureure s'accorder la liberté, parce que c'est de ça dont il s'agit dans ce document de travail qu'elle a proposé il y a un an. Elle a clairement signifié que même si, effectivement, à l'heure actuelle, les crimes contre l'humanité ne permettaient pas, dans leur définition, de juger d'atteinte grave à l'environnement, puisqu'on le disait, c'est surtout dans les crimes de guerre que cela est clarifié,
elle s'autorisait à interpréter différemment les choses. Et en fait, elle l'a fait parce qu'elle a été saisie de multiples fois sur des cas de déplacement forcé de population, en particulier au Cambodge, pour ce que j'en sais. Et ce qui est intéressant dans ce document de travail, c'est qu'elle explique donc que, comme l'a dit Laurent, une atteinte grave aux conditions d'existence de population par une atteinte à l'environnement, elle l'interpréterait peut-être comme un crime contre l'humanité, et elle sous-entend dans ce qu'elle dit qu'elle pourrait rechercher des responsabilités au-delà de responsabilités étatiques, sous-entendu qu'elle pourrait viser des multinationales comme Bolloré par exemple. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire, je dirais, dans le discours de la CPI. Et c'est intéressant aussi de savoir que quand on a mené le tribunal citoyen contre Monsanto à La Haye l'année dernière, où on a sollicité 5 vrais juges internationaux pour rendre une opinion juridique, sachant qu'une opinion juridique en droit a une valeur qui peut être donc utilisée en tant que jurisprudence par d'autres juges, c'était l'objectif. Ces juges internationaux, dont une ancienne juge du tribunal pénal Rwanda et une ancienne présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, ont statué sur le fait qu'il était nécessaire aujourd'hui de reconnaître le crime d'écocide et qu'elle s'engageait à remettre cette opinion juridique à la présidente de la CPI et au secrétaire général de l'ONU. Et donc, ce rêve fou que l'on a depuis quelques années commence véritablement à émerger dans le débat et au-delà même à être porté par des personnalités importantes. Et puis, il faut savoir que des États commencent à s'intéresser au sujet aussi, en Afrique, dans les îles du Pacifique, et réfléchissent à comment mobiliser des groupes de travail et des groupes d'États pour pouvoir porter cette demande auprès de la Cour pénale internationale. Il y a des preuves, d'accord, mais il n'y a pas dans le droit la possibilité de porter ces preuves devant la justice parce que les multinationales aujourd'hui, par exemple, n'ont pas les mêmes obligations que les États, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a encore 10 jours, se négociait au sein de l'ONU un traité contraignant, c'est-à-dire qui oblige à Genève un traité contraignant visant les multinationales pour qu'elles respectent les droits de l'homme et le droit de l'environnement, parce qu'elles n'ont pas les mêmes obligations que les États. Et puis en ce qui concerne les États, puisqu'on est en train de terminer cette semaine, qui est la deuxième semaine de l'accord 23, on en revient à cette histoire d'accord de Paris, qui effectivement est une déclaration de bonnes intentions qui essaye de se concrétiser aujourd'hui, mais qui là encore est un traité qui n'est pas contraignant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sanctions possibles qui ont été posées dans ce traité pour les États qui ne respectent pas leurs engagements climatiques. D'où la profusion de bonnes paroles que l'on entend et l'irréalité des actes. Et c'est pour cela que nous demandons justement qu'il y ait aujourd'hui un droit contraignant par un traité contraignant ou une convention internationale contraignante sur le crime d'écocide, et puis une juridiction qui soit capable de juger des atteintes les plus graves à la sûreté de la planète, qui soit la Cour pénale internationale, en y incluant le crime d'écocide. Pour conclure, et sur une note optimiste, en plus de ce qui vient d'être dit, le changement est présent et on est en phase d'une accélération, je trouve, en la matière. Je voudrais juste vous donner quelques exemples très rapides montrant que malgré le bilan qui vient d'être dressé ici, général, il y a des îlots de justice qui passent. L'affaire des guitares Gibson, les guitares les plus célèbres, celle de Eric Clapton, Keith Richards, qui utilise des bois précieux. Il y a quelques années, la justice américaine découvre que ce fabricant de guitares a dans ses stocks du bois d'ébène, du bois de rose, et sollicite de cette société qu'elle lui prouve d'où vient ce bois. Ce bois vient de Madagascar, elle l'a acheté légalement à un intermédiaire hollandais. Or,
les Américains venaient et ont voté en 2000 une loi qui exige que toute entreprise américaine qui importe, qui achète un produit issu de la biodiversité, notamment du bois, doit vérifier qu'il n'est pas issu d'actes criminels. Or, le bois de rose et le bois d'ébène ne peut pas être exporté de Madagascar, c'était du bois illégal. Que s'est-il passé? Gibson a été condamné à 300 000 $ d'amende et à 50 000 $ d'obligation d'allouer une somme à une association. Aux Pays-Bas, la compagnie Shell a été condamnée pour avoir contribué à polluer de manière récurrente dans le delta du Niger, de manière irréversible, cette région. Il y a des actions en cours contre des groupes français, notamment le groupe Bolloré, pour contribuer à la déforestation et à l'accaparement des terres, notamment en Afrique. Et je terminerai avec des actions en cours qui concernent notamment Burger King, lequel n'a pas signé un moratoire contre la déforestation illégale permettant la culture du soja qui sert à alimenter le bétail qui permet d'avoir votre Whopper, et une association américaine tente de faire en sorte, en France, où il existe une obligation de vigilance des entreprises dans le monde entier, tente de faire en sorte que cette entreprise revoie son comportement loin d'ici, en Amérique du Sud. Vous voyez donc que la justice internationale pourra demain, en matière environnementale, passer par de nouvelles cours, de nouveaux tribunaux, et vous voyez aussi qu'elle peut dès aujourd'hui passer par nos tribunaux, nos cours. Pour ça, il faut accepter que nos cours puissent juger des comportements qui ont lieu loin d'ici, mais dont on profite dans les pays du Nord. Voilà ce qu'est une justice forte. En résumé, toutes et tous, nous sommes responsables et nous devons agir pour que la planète aille mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos interventions. J'espère que vous allez passer un bon tour. Bonne soirée.